Bonjour, mon nom est Gaspard, je suis avocat en droit de l'environnement, de l'énergie et des industries de réseau pour une partie, et je défends des activistes de diverses causes sociales et environnementales qui sont poursuivis notamment pour des actes expressifs de protestation politique. Juste une petite question, est-ce que j'ose vous demander qui d'entre vous est juriste ou a des connaissances juridiques? Est-ce que j'ose vous demander de lever la main? Ok, parfait, comme ça je sais de quoi je... Alors, moi, il me revient de parler de droit de l'environnement. Et finalement, de quelle est la place de... Quelle heure est-il? 17h40, c'est là. Allez. De quelle est la place de la nature, justement, dans le droit? Je vais m'attaquer surtout au droit national. Je vais un petit peu laisser de côté toutes les conventions internationales qui existent, notamment sous l'égide des Nations Unies, qui protègent l'environnement. Si on prend la nature, le régime principal, malheureusement, on doit quand même le dire, c'est le régime de la propriété. La nature et ses éléments sont des choses. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'elles peuvent être appropriées, achetées, vendues, aliénées, mises en gage, détruites. C'est fondamentalement le régime principal. Finalement, le droit de l'environnement, lui, s'est développé dans ce contexte, d'abord en étant en droit de la lutte contre les pollutions et les nuisances, où finalement, ce qu'on voulait protéger l'être humain des atteintes nuisibles et incommodantes, finalement des odeurs, du bruit, des tremblements, des vibrations. De ce droit-là, on est passé à un droit on a développé un nouveau volet de protection de la nature et des paysages, un nouveau volet finalement de protection des ressources naturelles. Ensuite, en droit de la protection de la faune et de la flore, là aussi, comme la protection de la nature et du paysage, d'abord à des fins esthétiques ou de conservation ou idéales, pour justement doucement aller vers un droit de la protection de la biodiversité. Et il y a un autre champ du droit qui est le droit de la protection des animaux. Mais qu'est-ce que c'est que le droit de la protection des animaux? C'est les règles par lesquelles on peut les garder, les enfermer, les tuer, les vendre, et donc le droit de la protection des animaux, c'est ce droit-là. En préparant cette petite intervention, je me suis aperçu en fait finalement que c'était un droit qui était très parcellaire et finalement très peu cohérent. Et si vous avez l'occasion, je vous invite à lire les dispositions de la Constitution fédérale à ce sujet-là, parce que c'est cet même caractère parcellaire qu'on voit qui est divisé par ces différents éléments. On voit que chacun de ces éléments est repris par des lois. Donc il y a la loi sur la protection de l'environnement, historique, destinée à protéger contre les atteintes nuisibles et incommodantes, la loi sur la protection des animaux, qui finalement réglemente la manière dont on les élève et dont on les finalement enferme et dont on les tue, la loi sur la protection de la nature et du paysage, qui a une approche patrimoniale de l'environnement, et donc on continue ce biais-là. Le deuxième volet dont je voulais parler avec vous, c'est la justiciabilité. Donc là, on a en fait un panel de règles qui sont relativement parcellaires, et qu'est-ce qu'on en fait? Finalement, qui a la charge d'assurer le respect de ces différentes dispositions extrêmement variées dans différents domaines, et d'ailleurs qui a été complété récemment par effectivement le droit de la protection finalement de la lutte contre le changement climatique, qui a essayé de développer d'abord en droit international, puis en droit national. Finalement, le droit de l'environnement, qui est-ce qui le justiciable? Qui est-ce qui peut invoquer ces droits? Qui est-ce qui peut notamment les faire valoir en justice? Dans nos systèmes, notamment le système suisse, c'est d'abord le gouvernement et ses agences. C'est le gouvernement qui est censé faire respecter le droit de l'environnement sous ses différentes facettes. Et en Suisse, donc, c'est l'Office fédéral de l'environnement, c'est les cantons, et c'est à la fois de manière proactive par un rôle de surveillance, mais c'est aussi en principe dans toutes les procédures d'approbation à la fois des planifications et des demandes d'autorisation, notamment de construire, que ce soit des projets d'infrastructure, des maisons ou des éléments. Le deuxième volet, c'est aussi une des grandes limites, c'est qu'on peut faire valoir le droit de l'environnement si on est personnellement touché, si on est touché plus que quiconque. Donc, en Suisse, on ne peut invoquer le droit de l'environnement que si on est égoïstement concerné dans nos intérêts par une question. Donc finalement, je peux m'opposer à une autoroute qu'à la condition de vivre à côté. Je peux m'opposer à la destruction d'un site écosystémique de grande valeur qu'à la condition d'être le voisin qui sera affecté par les tremblements. C'est un petit peu tempéré par un troisième groupe qui ont la qualité pour justement faire valoir, c'est les organisations gouvernementales agréées par le gouvernement. C'est celles qui, en Suisse, il y a une liste qui prévoit quelles organisations ont le droit d'agir en justice pour demander le respect de questions de droit de l'environnement ou
de contester. Et cette liste-là, c'est le troisième volet. Ce qu'on voit, c'est que donc c'est une protection qui est très limitée, et c'est ce qu'on appelle le problème de la qualité pour agir, où elle est très limitée, et on a de la peine à faire valoir ce droit-là, parce que finalement, il y a peu de possibilités. D'ailleurs, les organisations ne peuvent faire valoir que dans le domaine pour lequel elles ont été créées. Patrimoine Suisse peut défendre le paysage, Helvetia Nostra le paysage, protéger la veau, bref, le WWF, Greenpeace plus largement. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette justiciabilité? Parce que finalement, c'est la difficulté qu'on voit, c'est qui peut faire valoir le droit de l'environnement. Donc déjà, je remercie les activistes du climat qui ont notamment mis un petit peu de désordre pour faire valoir le droit à la protestation politique. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut améliorer? On peut améliorer par deux pistes. À mon avis, il y a une amélioration sur ce qu'on appelle le caractère matériel. C'est qu'aujourd'hui, les normes environnementales, elles sont toujours en deçà des connaissances scientifiques. Finalement, parce qu'une fois qu'on a les connaissances scientifiques, on a les partis politiques qui négocient, et elles négocient en dessous parce qu'on ne veut quand même pas aller au-dessus. Et donc, on se retrouve toujours à avoir des difficultés matérielles. Mais sur le plan procédural... Combien de temps est-ce qu'il me reste? C'est le cas. Ah, parfait. Sur le plan procédural, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Moi, ce que je vais m'intéresser, c'est précisément cette question de qualité pour agir, parce qu'on voit qu'elle est extrêmement difficile. Déjà, je pense qu'on doit absolument élargir le droit de contester des projets d'infrastructure ou destructeurs de l'environnement, autrement qu'en le limitant qu'aux personnes qui ont un intérêt égoïste à s'opposer au projet concerné. Et ça part un peu la base, mais pourtant, c'est la question. Et d'ailleurs, c'est tout l'arrêt Klima Seniorinen que vous avez probablement dû entendre parler. Ce qui était intéressant, c'est que la Suisse avait déclaré irrecevable devant toutes les juridictions nationales finalement l'action intentée par les aînés pour la protection du climat, au motif qu'elles n'étaient pas touchées plus que quiconque dans leurs intérêts égoïstes par le changement climatique. Elles avaient construit un argument très intéressant sur le fait que les femmes appartenant à un certain âge étaient malgré tout affectées plus que quiconque, mais ça avait été refusé. Mais Klima Seniorinen, c'est un arrêt intéressant, parce que la Cour européenne des droits de l'homme dit quand même à la Suisse que notre régime de qualité pour agir purement égoïste est trop étroit, et qu'on doit en tout cas autoriser des organisations représentatives de différents intérêts à agir. Il y a aussi tout le volet qui est... ça, c'est la Cour suprême d'Inde qui a eu l'idée, qui dit que si personne n'est plus touché que quiconque pour agir, alors tout le monde a qualité pour recourir. Et ça, je trouve très intéressant, parce que notamment, ça veut dire que si les intérêts concernent des personnes vulnérables qui n'ont pas les ressources pour défendre leurs droits en justice, parce que la justice, c'est coûteux, c'est long, et ça demande énormément de ressources, alors n'importe qui, c'est-à-dire aussi des organisations, peuvent le faire. Et le troisième volet, c'est le volet qui nous rattache un petit peu plus à la discussion aujourd'hui. C'est toute une discussion qui est très riche en ce moment. C'est la question justement, est-ce qu'on ne devrait pas, qu'est-ce qu'on ne devrait pas octroyer des droits et des obligations à des caractères naturels? C'est la question de la personnalité juridique. Qu'est-ce que c'est que la personnalité juridique? C'est précisément la capacité d'être sujet de droit et de sujet d'obligation. Et l'idée, c'est est-ce qu'on pourrait l'attribuer à des éléments naturels, que ce soit des écosystèmes, des espèces, des groupes d'espèces, des individus. Et là, c'est ce volet qui est très intéressant, c'est que, a priori, ça semble étonnant ou ça suscite de la surprise. Et pourtant, dans notre ordre juridique, c'est une pure construction sociale. Tout est des fictions. Nos gouvernements sont des fictions, nos collectivités territoriales sont des fictions. Les sociétés anonymes, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de personnes qui mènent ensemble une activité économique où ils ont encore réussi à obtenir qu'elles ne répondent pas de leurs dettes donc finalement c'est une pure fiction. Qu'est-ce que c'est que les fondations? C'est un groupe d'actifs qui ont été réunis dans un certain but. Qu'est-ce que c'est qu'une association? À nouveau un groupement de personnes. Tous ces éléments-là, que ce soit le gouvernement suisse ou n'importe quelle fondation ou société anonyme, n'existent pas. Nestlé n'existe pas, Nestlé ne parle pas, Nestlé ne se déplace pas, et pourtant personne conteste qu'elle existe dans notre ordre juridique. Et c'est là où finalement la proposition de donner la personnalité juridique à des éléments naturels, en réalité s'intègre parfaitement dans notre ordre juridique, parce qu'on est très habitué à avoir des fictions qui possèdent la capacité d'exister dans le monde juridique, la capacité d'agir devant les tribunaux, et finalement à faire valoir leurs droits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait admettre que les éléments naturels existent beaucoup plus que bon nombre de sociétés qui sont purement arbitraires, justement pure fiction. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les questions qu'on dit qui sont difficiles, mais qui peut parler au nom de la nature, qui peut parler au nom du Rhône, qui peut parler au nom du glacier, qui peut décider au nom du glacier, ces questions, elles se posent à l'identique pour n'importe quelle société. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend une multinationale, en plus, elles n'ont plus de propriétaires, donc elles sont complètement en roue libre. Et pourtant, c'est là où vient la corporate governance, et on retombe sur aujourd'hui. Finalement, les questions qui se posent, c'est toujours les mêmes. C'est comment se forme la volonté interne de l'organisation ou de l'entité, qui est habilité à représenter l'entité dans les rapports externes,
qui peut agir au nom de l'entité finalement, et finalement toutes ces règles qu'on appelle les règles de corporate governance destinées à éviter les conflits d'intérêts, s'assurer que les intérêts sont alignés, et tous ces éléments-là. En réalité, octroyer la personnalité juridique à des éléments naturels, c'est pas du tout si compliqué que ça en a l'air, ça s'inscrirait parfaitement dans ce qui est finalement des constructions sociales, parce que le droit n'existe pas. On pense toujours que le droit existe, mais le droit, c'est rien d'autre qu'une construction qu'on a créée pour essayer de régler nos difficultés. Et là, aujourd'hui, je pense que la meilleure intégration des enjeux environnementaux, des dégradations environnementales, c'est indispensable. Est-ce que je suis encore un petit peu tôt aussi ? Alors, je prends juste une minute pour vous dire que on a créé une association qui s'appelle Avocates et Avocats pour le climat, où on a mené toute une série d'actions, justement basées vraiment sur du droit national, au niveau national, avec justement cette idée de comment est-ce qu'on pouvait mobiliser ces différents éléments, et comment est-ce qu'on mobilise ? On mobilise à l'ancienne sur la base de la justiciabilité limitée. Il faut aller chercher des personnes directement concernées, donc très souvent, on s'associe avec des associations locales de quartier, ou à l'inverse, on essaie de trouver qui est touché plus que quiconque par une problématique, pour ensuite aller trouver cette personne-là, l'associer avec une organisation environnementale et mettre ces choses de l'avant. Et c'est notre organisation qui a notamment contesté le caractère carbone neutral de la Coupe du Monde au Qatar, en disant que ça ne l'était pas. Et la Commission suisse pour la loyauté a demandé à la FIFA si elle pouvait démontrer qu'elle était carbone neutral. Elle n'a pas réussi à apporter cette preuve-là, donc ça nous a permis de gagner. Il y a aussi eu, de nouveau sur le droit de l'environnement de base, qui est qu'on ne peut pas construire un poulailler dans son jardin sans autorisation. Il y avait une équipe qui construisait sur le glacier avec des pelleteuses une piste de ski. On a demandé où est l'autorisation de construire à la Commission cantonale des constructions valaisannes. Après un courrier d'une page, il y a eu des jours de panique et finalement la conclusion était qu'ils n'avaient pas de permis. Donc les travaux ont été arrêtés et ça a été la fin. Donc bref, on peut mobiliser des ressources, mais on se réjouit d'en avoir plus et c'est ce qu'on essaye de faire avec Avocates et Avocats pour le climat. Donc si vous avez des personnes directement touchées par des problèmes ou des éléments, on n'a pas les ressources pour tout faire, mais n'hésitez pas parce que c'est vrai que toujours la question c'est qui a la qualité pour agir, qui peut agir, sur quelle base et sur quels moyens de droit.